Alors, on a voulu cet après-midi plutôt être dans le cadre d'échanges avec vous, avec vous tous, hein, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc, on va commencer la première partie. Alors, il n'y aura pas de pause, hein, voilà, pour essayer qu'on parte au plus tard 16h45, hein, ça je vous le garantis. Et voilà. Euh, donc, je demande donc à nos trois intervenantes. Alors, nous avons trois psychomotriciennes, hein, donc à Cécile Dormia, psychomotricienne de la résidence Orpea à Saint-Rémy, accompagnée aussi. Alors, je demande au contrôleur de sécurité qui accompagne aussi l'établissement, voilà, de venir donc Agnès Leroy-Galland, qui est contrôleur de sécurité du 78. Donc, installez-vous. À Madame Élodie Frouard, psychomotricienne à résidence Sophia dans le 91, avec Madame Sandrine Rémy, qui est contrôleur de sécurité, et Madame Mylène Philippé, psychomotricienne de la résidence La Bruyère 92. Malheureusement, voilà, la contrôleur n'a pas pu se rendre disponible cet après-midi. Voilà, installez-vous. Donc, vous avez des micros. Alors, ce qu'on va vous demander, petit exercice, alors, voilà, ce qu'on va vous demander, c'est de nous faire part, en fait, de comment vous avez appréhendé, en fait, la prévention au sein de votre établissement, hein. Voilà, vos difficultés, votre parcours, hein. Voilà, je ne sais pas si vous êtes préventrice, voilà, depuis combien de temps, comment vous avez appréhendé la prévention, comment ça s'est fait, quelles sont voilà, les actions qui ont été mises en œuvre. Voilà votre avis, hein, aussi sur les démarches de prévention. On en a parlé un peu ce matin, vous connaissez aussi. Voilà, vraiment, comment vous avez intégré aussi ceci dans votre activité, hein, puisque vous êtes psychomotricienne avant tout, hein, il me semble. Vous n'êtes pas encore passé à 100% à faire de la prévention. Voilà, comment vous avez intégré, en fait, ceci dans on va dire, dans vos activités. Et voilà, donc je laisse la parole à une des trois psychomotriciennes qui veut commencer à ouvrir le bal, de nous faire part et de présenter votre établissement aussi, hein, qui vous êtes. Voilà. Et comment... Ok, un, deux. Allez-y. On m'entend bien? Ok. Eh bien déjà, merci beaucoup pour l'invitation de venir partager notre expérience. Alors moi, je suis sur une partie de mon temps psychomotricienne au sein de la résidence Orpea Saint-Rémy, qui se trouve à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où je suis donc psychomotricienne et animatrice en prévention depuis 2018. Donc ça fait un petit peu plus de 5 ans que nous nous sommes lancés dans cette démarche de prévention, et j'ai la chance d'être accompagnée par une directrice adjointe qui est tout à fait partante pour tout projet, tout sujet en lien avec la prévention. Donc ça, c'est vraiment un point très aidant. Ce que je vous propose, c'est de juste vous expliquer un petit peu le cadre de notre résidence, qui est une résidence très atypique. Nous sommes un village senior, parce que nous avons sur un parc de 8 hectares un EHPAD de 259 lits, une résidence service senior d'une 60aine de logements, une clinique de soins médicaux et de rééducation gériatrique, une école d'aide-soignante, une crèche. Voilà, donc un village avec au centre du village 3 restaurants, une épicerie, une bibliothèque, une piscine, un PASA, une salle de fitness, une salle de spectacle. Voilà. Donc vous avez compris, nous sommes un village. Et donc c'est important de le dire parce que chez nous les risques sont démultipliés. Moi, j'interviens uniquement au niveau de l'EHPAD, hein, et sur la partie médicalisée, nous sommes organisés en 3 secteurs. Chacun des 3 secteurs fonctionne comme un petit EHPAD avec son équipe pluridisciplinaire. Donc, ce qui veut dire que nous sommes 3 psychomotriciennes, nous avons 3 adjoints de direction, 3 IDEC, enfin, comme 3 équipes de 3 EHPAD. Au niveau de l'ergothérapie, nous n'avons que 2 ergothérapeutes, voilà, pour les 3 secteurs. Et puis 2 médecins gériatres, un médecin prescripteur, une art-thérapeute, une musicothérapeute, une sophrologue, enfin, la grosse équipe. Voilà, mais du coup, c'est une richesse. Et vous allez voir qu'on se sert de l'ensemble de ces professionnels dans notre démarche de prévention. Les risques sont démultipliés chez nous.
On a beaucoup parlé de lutte contre les TMS, hein, ça fait partie vraiment... je pense qu'on a commencé par ça. Aujourd'hui, on voit un petit peu plus large, parce que nous, on a des risques en lien avec les déplacements à l'extérieur. Oui, parce que je ne vous ai pas dit que sur les 3 secteurs, donc il y a 2 ou 3 bâtiments médicalisés de 3 étages et des petits pavillons individuels. Donc ça veut dire qu'on fait des prises en soins à l'extérieur dans les pavillons individuels des résidents. Ça veut dire qu'il y a de la manutention, des transferts à faire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a une grosse cuisine centrale, mais que ça part de la cuisine centrale pour aller sur les différents secteurs. Pareil pour la lingerie, etc. Alors moi, on m'a proposé de devenir animatrice en prévention en 2018. Ça m'a tout de suite plu parce qu'en fait, j'avais déjà une sensibilité, j'étais déjà formatrice en gestes et postures. Et donc, avec mes collègues psychomotriciennes et ergothérapeutes, on formait les soignants à gestes et postures et à se mettre dans une bonne posture pour faire des manutentions. C'était avant, tout à fait. Et j'ai dit oui pour être animatrice en prévention en me disant on va aller plus loin. Et ça va me permettre d'accompagner en prenant un petit peu plus de hauteur. Et j'ai vu évoluer le discours. Et aujourd'hui, on en est vraiment arrivé au discours, on ne porte plus. L'objectif, c'est 0 portée. À chaque fois que je dois porter, il existe une aide technique qui va permettre d'activer la mobilité du patient. Et aujourd'hui, le discours, il est vraiment celui-ci. Et on y arrive. Et j'ai beaucoup de chance parce que sur mon site, chaque année, on a été écouté par la direction sur l'acquisition des aides techniques. Et aujourd'hui, on a vraiment tout le panel des aides techniques. On a créé des arbres décisionnels pour aider les soignants à choisir la bonne aide technique. Et on a l'ensemble des aides techniques. On va en acquérir d'autres. Par exemple, la chaise de relevage qu'on a acquis l'année dernière, il nous en faudrait un petit peu plus. Voilà. Mais voilà, on a les chaises, on a les guidons fixes, roulants, pivotants, draps de glisse, draps de rehaussement, chaises de douche électrique, plusieurs, etc. Je pense que dans la démarche de prévention, il faut y aller étape par étape, qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc il faut cibler les priorités et petit à petit, chaque année, on a posé des briques supplémentaires au niveau de la démarche. Alors, quand j'ai su que j'allais venir aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir un petit peu par où on a commencé et comment ça s'est fait. Alors, pour essayer de synthétiser un petit peu, je pense qu'on a commencé il y a un peu plus de 5 ans déjà à mettre à jour notre document d'évaluation des risques professionnels. Et là, je me rappelle, c'était des grosses réunions avec tous les acteurs, responsables travaux, cuisine, maintenance, les IDEC, etc. Et en fait, ça a été le premier pavé posé où on s'est questionné ensemble quels sont les risques sur notre établissement. Il y a eu pas mal de plans d'action qui ont découlé de ça. Donc ça, c'était la première étape. Puis après, on a mis en place une réflexion autour des accidents du travail. On a travaillé la fiche de recueil des accidents du travail en se disant, finalement, on n'a pas assez de matière pour pouvoir les analyser. Et on a envie, quand on recueille l'accident du travail, de déjà sensibiliser un petit peu les personnes qui ont eu l'accident, puis qu'elles puissent nous dire, est-ce que ça aurait pu être évité, comment, peut-être qu'elles avaient des pistes déjà de réflexion. Donc ça a été la deuxième chose qu'on a mis en place, avec des commissions d'analyse des accidents de travail, trimestrielles, mais une information. Moi, dès qu'il y a un accident de travail, on m'appelle, on me dit il y a un accident. Et souvent, il y a une action qu'on peut mettre en place de suite, notamment si c'est en lien avec une manipulation d'un résident. De suite, on regarde le plan de soins, on regarde s'il faut refaire une évaluation du transfert, si l'ergothérapeute doit intervenir, et on met en place l'action correspondante. Et tous les trimestres, on se pose en équipe plus importante et on reprend l'analyse de chaque accident du travail. Alors, il y a quelques années, on utilisait la méthode des 5 M. Je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, on est dans la méthode des pourquoi. Voilà, donc les 5 pourquoi. On se questionne pourquoi. Et si on a évolué dans notre façon d'analyser les accidents du travail, c'est que nous avons aussi la chance, au niveau du groupe Orpea, d'avoir des référentiels qui nous aident beaucoup. On a toujours d'ailleurs un médecin responsable de la démarche et aujourd'hui un service santé et sécurité au travail qui seront très aidants, qui nous donnent les outils, qui nous aident parfois à débloquer des situations où moi en tant qu'animateur prévention, des fois je suis un peu aux limites, je n'ai pas toutes les compétences sur ce qu'on peut faire pour lever ce risque, donc je peux contacter nos ingénieurs santé et sécurité au travail. Voilà, la commission d'analyse des accidents du travail, petite spécificité, on avait convenu ça avec la direction, on invite toujours la médecine du travail. Voilà, ils viennent, pas toujours, parfois ils viennent, mais on invite notre médecin.
Voilà, et puis sont présents tous les membres de tous les services, restauration, maintenance, les IDEC, adjoints de direction, les soignants. On invite toujours au moins un soignant pour vraiment les impliquer dans la démarche. Et on fonctionne toujours pareil. Donc je donne les chiffres du trimestre, on analyse les accidents du travail, on voit s'il faut ajuster le DUERP. Est-ce qu'il y a un risque qui a émergé qui n'était pas dans le DUERP et on le met à jour à ce moment-là ou pas. Et puis on reparle des plans d'action qui ont été définis lors de la dernière commission et on voit où on en est. Et on avance comme ça, étape par étape. À la suite de la commission d'analyse des accidents du travail, on reste en comité plus restreint. Donc c'est notre COPIL prévention des risques professionnels, où reste donc l'adjointe de direction, la directrice, ma collègue ergothérapeute, Agnès. Je ne vous ai pas dit, c'est qu'Agnès, elle est formatrice d'acteurs PRAP. Donc, en fait, au sein du village, il y a l'animatrice, il y a Agnès, la formatrice d'acteurs PRAP. Donc, c'est elle qui forme nos soignants à être acteurs PRAP, ce qui fait qu'on en est à un peu plus de 35 aides-soignants formés acteurs PRAP. Et donc, ça, c'est très aidant, parce que forcément, c'est elles qui vont nous faire remonter les situations à risque. Et ça s'est fait au fur et à mesure des années. Donc on reste en comité un petit peu plus restreint pour notre COPIL. Et là, on va parler d'autres sujets en lien avec la prévention. On a beaucoup parlé de TMS Pro quand on était dans le programme. C'était le moment où on faisait le point, des avancées. On parle de nos activités bien-être pour les salariés qu'on a mis en place il y a quelques années, en s'appuyant sur les ressources internes. Donc aujourd'hui, nos soignants ont accès à la salle de fitness. Une fois par semaine, ils peuvent s'inscrire à un massage assis. Voilà, il y a un créneau dédié. La musicothérapeute propose du massage sonore et la sophrologue propose des séances de gestion du stress en utilisant la cohérence cardiaque pour les soignants. On parle également de notre gazette. Donc ça, on a mis en place la gazette il y a 1 an à peu près. Ouais, 1 an. L'idée, c'était de se dire, on parle de plein de choses à la commission d'analyse des accidents du travail, mais il faudrait en faire une restitution à l'ensemble des soignants. Donc on a sorti notre gazette de prévention des risques et après chaque commission, voilà, c'est imprimé, c'est donné au personnel soignant et on reprend des bonnes pratiques en lien avec un accident de travail qui a eu lieu. Donc ça peut être par exemple les bonnes pratiques pour éviter les coupures ou pour éviter les glissades, voilà, ce genre de choses. Une fois, la médecine du travail nous avait demandé de mettre des recommandations pour le travail de nuit. Donc c'est passé sur cette gazette. On note le nombre d'accidents du travail déclarés et le nombre avec AT. Et puis voilà, les messages qu'on veut faire passer en lien avec la prévention. Et en bas de la gazette, c'est bien marqué, vos interlocuteurs sont, et chaque personnel qui arrive sait à qui il peut s'adresser sur tout sujet en lien avec la prévention. Voilà pour ça. Et puis depuis peu aussi, on a mis en place des petites boîtes à idées. Donc ça, c'est tout récent. Ça fait 4 mois. Voilà, dans chaque salle de pause, il y a une petite boîte à idées en lien avec la prévention, s'ils veulent mettre anonymement ou pas, voilà, quelque chose dans la boîte. Voilà un petit peu comment on fonctionne. L'importance également des formations sur tout ce qui est aide technique, parce que c'est bien d'en avoir, mais il faut les utiliser et au bon moment. Donc nous sommes plusieurs formateurs sur l'utilisation des aides techniques. Donc les 3 psychomotes, les 2 ergothérapeutes forment le personnel soignant et puis nos partenaires qu'on fait venir chaque année. Donc un certain nombre sont là aujourd'hui d'ailleurs. Ils viennent former nos soignants. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est au fil de l'eau, c'est la répétition. L'idée, c'est que chaque soignant qui arrive, elle ait l'information de qui elle peut interpeller si elle a une difficulté ou un questionnement avec l'utilisation d'une aide technique. Parce que les aides techniques sont marquées au niveau du plan de soins, donc ça va être marqué qu'il faut utiliser telle aide technique, mais peut-être que là, mon résident, il est trop fatigué pour pouvoir, ou je ne sais pas trop comment je vais utiliser le drap de glisse, donc il faut qu'on les accompagne au jour le jour. Donc on a la chance d'être nombreuses, donc c'est peut-être plus facile aussi pour nous à ce niveau-là. J'ai oublié une chose, c'est qu'on a aussi mis en place il y a 3 ans maintenant la présentation annuelle de la démarche de prévention. Donc là, 1 fois par an, au mois de mars, on présente à l'ensemble du personnel notre démarche de prévention. C'est la synthèse de l'année, combien on a eu d'accidents, le matériel qu'on a acquis et toutes les actions qu'on a mis en place en lien avec la prévention. Et tout ça pour dire qu'on en parle en staff de direction, on en parle au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'un moment où on agissait beaucoup en curatif,
il y avait l'accident du travail, il fallait agir pour pas que ça se reproduise, on commence à pouvoir agir en préventif. En se disant, voilà, on commence à se questionner et on commence à mettre en place des actions pour être plus dans la prévention et éviter l'accident. Voilà un petit peu comment on fonctionne sur mon site. Je suis assez contente quand je regarde ces 5 dernières années de me dire tout ce qu'on a mis en place. Et peut-être juste les difficultés, vous évoquiez peut-être, voilà. Alors les difficultés qu'on rencontre, alors il est en lien un peu avec le turnover, même s'il n'est pas énorme chez nous. C'est vrai que parfois on forme des acteurs PRAP, on forme des soignants, et puis le turnover fait que ils sont bons, il faut recommencer. Les vacataires, c'est parfois, quand c'est des vacataires récurrentes, j'ai envie de dire, on arrive à les former, mais quand c'est des vacataires parfois plus ponctuels, c'est compliqué dès l'arrivée de pouvoir les former, leur dire comment on utilise les différents outils. Donc là, c'est un peu le sujet qu'on veut travailler. On est en train de réfléchir à un livret. On veut travailler ce sujet-là dans les mois à venir. Voilà. Et peut-être aussi en termes de difficulté, le temps consacré à la démarche. Au début, alors moi, dans mon organisation, j'avais besoin d'avoir vraiment un temps formel. Donc je prenais une demi-journée par semaine pour ça. Pour penser les projets, pour regarder les chiffres, pour organiser, voir les plans d'action. Et en fait, une fois que les outils sont créés et une fois que la démarche est lancée, aujourd'hui, j'y passe beaucoup moins de temps et ça se fait au fil de l'eau. Donc ça aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut se lancer avec les outils qu'on a, les ressources qu'on a sur chacun des EHPAD et puis faire petit à petit, pas vouloir tout faire en même temps et on y arrive. Voilà un petit peu mon ressenti. Je ne sais pas si j'ai pensé à tout dire, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Élodie Frouard, en fait, nous part aussi de votre retour d'expérience sur votre établissement aussi. Pardon. Merci. Alors, vous avez déjà entendu ma directrice tout à l'heure. Alors, je suis un peu moins à l'aise à l'oral qu'elle, donc j'ai mon petit papier pour m'aider. Alors, je travaille à la résidence Sophia, c'est un EHPAD privé et indépendant de 75 résidents. On accueille des résidents de 73 à 103 ans. On a 56 employés pour 49 équivalents temps plein. La résidence comprend 3 étages, une unité protégée au rez-de-chaussée et on a également un accueil de jour qui est rattaché à l'EHPAD. J'exerce la fonction de psychomotricienne depuis 2006. Ça commence à faire un petit peu. Alors, au fur et à mesure des années, on a vu augmenter le niveau de dépendance des résidents. Actuellement, sur 75 résidents, on a 48 résidents en fauteuil roulant, ce qui est quand même conséquent. Et en raison du nombre d'arrêts de travail liés aux manutentions sur la structure, on a été ciblé par le programme TMS Pro en 2019. Alors, on était déjà dans une démarche de prévention. Par ma fonction, je me préoccupais déjà beaucoup de la préservation de la santé de mes collègues. Je gérais la location et l'achat du matériel de prévention, tout ce qui est élève-personne mobile, verticalisateur, disque de transfert, drap de glisse. Et avec mon revendeur médical, je m'occupais aussi de faire la formation à l'utilisation du matériel. Voilà, donc il était donc logique que je devienne la référente prévention TMS sur l'établissement. Alors on est rentré réellement dans la démarche TMS Pro fin 2021, ça a été retardé un peu par la crise Covid. Alors je ne connaissais pas la mission qui m'était proposée, c'est pour ça que je suis partie faire la formation à l'hôpital Saint-Joseph avec Monsieur Sabaté qui a parlé tout à l'heure. J'ai fait cette formation au premier semestre 2023, Madame le dit au deuxième semestre 2023. La formation a été financée à 70% par un contrat de prévention CRAMIF. Alors j'étais un peu stressée par mon nouveau rôle au début de la formation, j'avoue. Mais au fur et à mesure des jours, j'étais quand même convaincue et rassurée par ce que je devais faire après. Et voilà, en tant que psychomote, vraiment la démarche de prévention centrée sur le soin de manutention, voilà, ça apparaît vraiment comme une évidence. Donc voilà, et ça a remis aussi un peu en question ma pratique quand même. Cette formation m'a aussi appris une méthodologie, ça m'a aidé à avancer sur le parcours TMS Pro. Je suis allée enquêter d'abord auprès des collègues pour savoir quelles étaient les tâches à l'origine de plaintes, en quoi consistaient ces plaintes, quelles importances aussi ils donnaient à ces plaintes, et s'ils avaient des suggestions d'amélioration. Je suis allée comparer avec les accidents de travail recensés dans l'EHPAD,
J'ai regardé aussi s'il y avait des jours d'arrêt de travail en même temps. Donc ça m'a permis de déterminer les situations à risque prioritaires. Donc ça nous a révélé la toilette au lit et l'habillage de résidents présentant des raideurs, le rehaussement au lit et le relevé du sol d'un résident suite à une chute. Et je suis allée observer la situation prioritaire qui était la plus à risque, qui est la toilette et l'habillage d'une résidente présentant d'importantes raideurs et qui mettait vraiment en difficulté les soignantes. Donc pour cette observation, j'ai listé dans un tableau les différentes tâches effectuées par les soignantes afin de comprendre la manière dont elles procédaient et comprendre pourquoi elles s'y prenaient comme ça. Et bien sûr, recueillir toutes leurs remarques. Ça m'a permis de faire ressortir les déterminants sur lesquels on pouvait agir, comme les vêtements de la résidente, l'organisation du travail, le fauteuil roulant, le matériel de manutention. Et à la suite de cette observation, j'ai établi un plan d'action. Alors en parallèle, comme j'avais fait la formation à Saint-Joseph, j'ai eu envie d'acheter plein de choses. Donc j'ai suggéré aux gérants d'établissement l'achat de nouveaux matériels qui favorisent le maintien de la mobilité des résidents et qui facilitent la prise en charge des soignantes pour répondre aux déplacements spontanés. On a commencé à changer... on achetait déjà au préalable des accoudoirs WC pour aider au relevé des toilettes. Mais on s'est rendu compte aussi, pour sortir du lit, que comme on avait énormément de matelas à mémoire de forme, c'est assez limitant pour le déplacement. Et du coup, j'ai découvert les matelas en polymère cellulaire et ça facilite quand même la mobilité. C'est une mousse qui est quand même à prévention d'escarres et qui est plus un peu de ressort, un effet rebond et qui permet aux résidents de se mouvoir. Alors que le matelas à mémoire de forme, j'ai des résidents qui me disent « mais je suis dans un trou, je suis pas bien », sauf que je voyais pas ce que je pouvais leur mettre à part ça. Et du coup, partir sur ce matelas-là. Donc, on a commencé à en changer quelques-uns et déjà, les résidents montrent que c'est vraiment plus confortable et plus facile de bouger. Désolée, un petit peu. Alors, on a aussi passé un contrat de prévention avec la CRAMIF pour acheter de nouveaux matériels. Alors, on a investi dans 25 lits, 6 fonctions, 100 cadres sous le lit. Alors, je précise parce que jusque-là, on avait essentiellement des lits et 2 fonctions. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre sous le lit, c'est facilitant pour le ménage des collègues ASH. Et après, les 6 fonctions, on peut avoir la position hamac ou transat, selon comment on l'appelle, et aussi la position fauteuil. Alors, la position hamac, ça permet, en relevant au niveau des genoux, d'éviter que la personne glisse. Une fois qu'on l'a remontée dans le lit, ça évite qu'elle reglisse derrière et qu'on ait à la remonter 36 fois dans la même journée, ou après l'avoir remontée. Et la position fauteuil, ça permet une meilleure position pour l'aide alimentaire, si l'aide alimentaire doit se faire au lit, pour la prise de repas. Alors, on investit aussi dans 3 rails plafonniers en H avec moteur fixe. Alors, le fait que le moteur soit fixe et soit dans la chambre, ça a l'avantage d'être toujours à dispo. C'est vraiment un gain de temps pour les soignantes parce qu'elles n'ont pas à aller chercher le matériel dans le couloir. Donc là, ça incite vraiment à l'utilisation, que ce soit sur place. Alors nous qui n'avions que des lève-personnes mobiles, je dois avouer que les rails en H, c'est quand même merveilleux. L'avantage du rail en H, ça permet de couvrir toute la surface de la chambre. On n'a pas besoin de suivre un L ou on fait vraiment en fonction de ce qu'on a besoin de faire. On fait ce qu'on veut avec le rail. On est vraiment concentré sur le résident. C'est vraiment une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement du résident parce qu'on n'a pas un appareil entre nous et la personne. Il n'y a pas le poids de l'appareil aussi à bouger. Voilà. Ça peut être aussi une aide pour les pansements, pour les collègues IDE, parce qu'on peut soulever un membre pour faire les pansements au talon ou au bras, par exemple. On peut faire un relevé du sol sur l'ensemble de la surface couverte et bien sûr un transfert lit-fauteuil. Et alors, moi j'ai particulièrement apprécié la semaine dernière, on avait dû changer le matelas d'une résidente qui était alitée, qu'on ne pouvait pas trop mettre au fauteuil, on voulait la laisser un peu tranquille. Et vraiment, c'était super agréable de pouvoir la soulever délicatement. Elle était tranquille dans sa petite sangle. On a pu changer le matelas R par un autre, sans trop l'embêter. C'était vraiment un confort pour elle et appréciable pour nous de ne pas être embêtés par un lève-personne mobile. Pour ça, j'adore les rails en H. On a aussi investi dans un riser que vous pouvez voir au showroom, qui est un dispositif d'aide au relevé du sol, qui est utilisé pour les résidents qui ne peuvent pas se relever seuls.
Voilà, ça permet de mettre la personne en position assise. Voilà. On a aussi investi dans 2 chaises de douche relevables électriquement pour faciliter la mise à hauteur, le résident à la hauteur de la soignante pour les soins. On s'est dit que ça pouvait être bien aussi pour les soins de pédicurie, pour le pédicure qui vient dans la maison. Ça peut être bien. Et pour la lingère, on a investi dans un chariot de linge à fond constant et dans une réhausse sur mesure pour mettre à hauteur les machines à laver pour éviter qu'elles se baissent. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on avait mis dans le contrat de prévention. Juste un aparté concernant les rails. Au-delà de la nécessité technique qui est bien sûr de prévenir les TMS, il y avait aussi un enjeu esthétique, la nécessité que le rail puisse s'inscrire parfaitement dans l'environnement du résident sans casser le côté très chaleureux de nos chambres. C'est pourquoi on a fait un premier essai seulement avec 3 rails, un par étage. Et voilà, rassuré par l'esthétique et conscient de l'utilité, la direction accepte prochainement de mettre 30 nouveaux rails dans la maison. Donc on est plutôt ravis de ça. Surtout que les collègues sont vraiment ravis de l'utilisation. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une collègue qui me disait que ça lui changeait la vie. Donc je vous invite à investir dans les rails. Et les premiers avis des familles sont aussi positifs. Elles trouvent le rail discret et qui se confond bien avec l'architecture de la chambre aussi. Alors bien sûr, pour mener à bien toutes ces actions, il faut forcément du temps. Ça m'en a pris pas mal. Et comme préconisé à l'hôpital Saint-Joseph, j'ai essayé de m'organiser un jour par semaine pour la démarche de prévention. Alors comme on est 2 psychomotriciennes sur l'établissement, le gérant a accepté d'augmenter ma collègue d'une demi-journée par semaine pour compenser le temps que je dédie à la démarche. Voilà. Alors dans les actions à venir, donc on en est qu'au début. Il y a eu pas mal de choses de faites en un an, c'était assez dense. Mais on réfléchit à changer nos fauteuils de chambre par des fauteuils releveurs pour le maintien de l'autonomie. On va continuer le renouvellement de nos lits de fonction par des lits 6 fonctions. On envisage d'équiper donc rapidement 30 autres chambres par des rails plafonniers. On va mettre davantage de draps de glisse pour à terme en avoir un par chambre. Et on investit également dans des fauteuils roulants, alors qui sont plus onéreux pour les fauteuils confort, mais plus adaptés à certains de nos résidents pour améliorer leur positionnement. Ça évitera en fait aux collègues soignantes de devoir vraiment relever et repositionner un résident plusieurs fois. En fait, quand ils sont mal positionnés, ils ont tendance à glisser. Là, l'objectif, c'est qu'ils soient vraiment mieux et que les collègues n'aient pas à les relever plusieurs fois dans une journée. Voilà. Et la prochaine étape, qui n'est pas des moindres, c'est de faire des formations aux soins de manutention. Comme on vous l'a expliqué, vous l'avez entendu ce matin, faire cette formation pour l'ensemble des salariés. Donc on voit bien que l'achat seul du matériel n'est pas suffisant, il faut vraiment faire des formations. Et le but, c'est bien sûr de faire comprendre aux soignantes l'intérêt d'intégrer donc un outil d'aide à la mobilisation suite à l'évaluation des capacités du résident, l'intégrer dans le soin. Il faut leur faire comprendre l'intérêt de les utiliser pour leur propre santé, pour le maintien de l'autonomie des résidents et pour leur satisfaction personnelle de faire du bon travail. Et sortir de l'idée qu'un soignant doit porter. Voilà. Et en conclusion, donc suite à mon expérience, alors même si le côté paperasse de TMS Pro prend du temps, donc il faut voir ça vraiment comme un levier pour nous aider à prévenir le risque de TMS et ça nous donne une méthode en fait. Ça, je l'ai compris un peu plus tard, je ne l'ai pas compris tout de suite. Voilà, c'est vraiment un outil qu'il faut s'approprier. Il faut établir des indicateurs de suivi de la démarche qui soient cohérents pour sa propre structure. Il ne faut pas remplir juste pour satisfaire aux injonctions de la CRAMIF. Voilà. Cette démarche ne peut avoir un effet bénéfique que si on se l'approprie et qu'on en comprend l'intérêt. Et donc, nous n'en sommes qu'au début de la démarche et nous allons continuer à œuvrer pour préserver la santé de notre personnel. Merci de votre attention. Alors, Madame Mylène Philippé. Donc, bonjour à tous. Moi, j'interviens aujourd'hui. Alors, j'ai une petite particularité. En fait, je viens tout juste de changer d'établissement. Donc, je vais témoigner de mon expérience dans mon ancien établissement et donc dans mon arrivée toute nouvelle depuis un mois dans ce nouvel établissement. En fait, moi, dans les 2 établissements, on était un EHPAD avec une particularité, c'est qu'on était spécialisé Alzheimer. Donc, en fait, c'est une unité protégée géante dans l'ancien de 90 lits, dans le nouveau de 105 lits. Donc, avec des résidents accueillis
qui sont à des stades modérés à sévères de la maladie, et qui du coup donne une petite contrainte, petite challenge supplémentaire dans la gestion de tout ça, des TMS. Et en fait, moi je suis arrivée dans ce poste avec une direction qui était très tournée sur tout ce qui était prévention des risques, parce que une directrice qui était une ancienne cadre de santé qui avait cette connaissance du terrain et qui avait cette envie de faire évoluer les choses dans son établissement. Et en fait, je suis arrivée, je pense que j'ai pris mon poste en septembre, et j'ai été directement inscrite sur la formation Saint-Joseph pour devenir préventrice. Donc je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai dit oui parce que ça avait l'air très très intéressant, et que en tant que psychomotricienne, c'est vrai que comme on l'a déjà dit, on a des appétences, enfin on a des connaissances, et ça donne envie de voir une autre façon de pratiquer les choses. On a cette connaissance du déplacement spontané, mais pas comme on peut nous la montrer dans cette formation. Et c'est vrai que moi, j'avais ma petite expérience de terrain de quelques années de jeune diplômé, et je débarque dans cette formation en me disant, bon, je sais pas trop ce qu'on va m'expliquer, mais on va y aller, de toute façon, il y a toujours des choses à prendre. Et je sais que j'arrive dans cette formation, je sors le premier jour et je me dis, oula, il y a du boulot. Et il y a du boulot déjà pour comprendre tout ce qu'on nous dit, même si on a des connaissances, et puis tout le travail que ça donne en perspective derrière, sur une pensée beaucoup plus large que juste notre propre fonction et notre propre exercice. Donc ça, déjà, c'est quelque chose. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, pour moi, c'était vraiment une philosophie, c'était un regard particulier qu'on a eu grâce à cette formation, c'est qu'en fait, ça a mis le doigt sur quelque chose dans ma pratique qui me gênait. Parce que, en tant que psychomotricienne, on apprend un peu la gériatrie, mais c'est très différent la théorie de la pratique. Donc déjà, quand on arrive sur le terrain, je trouve qu'on voit ce que c'est une institution, on voit le travail des soignants, qu'on ne connaissait pas jusque-là, et puis on voit comment sont leurs corps, comment sont leurs attitudes, quel travail ils font sur les terrains, comment ça peut être pénible et ça peut être vécu comme extrêmement pénible. Et en fait, assez rapidement, moi aussi, je suis devenue formatrice gestes et postures. Voilà. Et puis, tout en ayant une certaine insatisfaction, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas du tout. Mais voilà, manque de connaissances, peut-être manque de temps, d'assurance. J'arrivais pas à mettre le doigt sur la problématique en fait que je rencontrais dans mon propre travail. Et puis, formation il y a eu, et là j'ai compris que effectivement, moi aussi je portais des gens, que le port de charge lourde, même si, oui, ça paraît évident de ne pas se faire mal au dos, en fait, dans le terrain, dans l'action, avec les soignants, au plus près des soignants, on finit par faire ça aussi, parce que il y a aussi une forme de culture commune. C'est-à-dire que les soignants fonctionnant comme ça, moi étant clairement jeune diplômée, si on me dit tu prends la jambe là et tu m'aides à mettre sur le fauteuil, à un moment donné, on est dans l'action, on y va. Parce que il faut aider. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte, suite à toute cette réflexion, que finalement, oui, il faut aider, mais on fait complètement à la place des gens. Et on se retrouve à adhérer à cette mentalité de faire à la place d'eux. Et on oublie tout ce que la personne est capable de faire. Et c'est vrai qu'on ne parle pas des capacités des personnes. On ne parle pas de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pas faire. On part d'office sur bon, de toute façon, là, il ne comprend pas les consignes, moi, je laisse tomber. De toute façon, ils sont déments, pas grand-chose. Et puis, finalement, le fait d'avoir été sur le terrain, moi, j'ai eu quand même un petit peu la solitude en arrivant dans mon établissement parce que j'avais une directrice adjointe qui avait fait la formation des dirigeants qui était partie. Donc, je me retrouve, nouvel établissement, nouvelle formation, toute seule. Et personne ne sait qu'est-ce que j'ai fait comme formation et qu'est-ce que je vais faire. Du coup, il y a déjà eu ce petit challenge d'aller récupérer les encadrants, la direction, les soignants et d'expliquer au fur et à mesure, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai entendu. Et
qu'est-ce qu'on peut espérer faire chez nous? Donc, on a un peu attendu au tournant dans ces cas-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment... Enfin, pour moi, ça a été extrêmement aidant, c'était cette démarche TMS Pro. Parce que pour moi, qui étais seule dans mon établissement, qui avait pas... Enfin, j'étais la personne aux ressources, mais sans avoir peut-être de cohésion. J'avais cette directrice qui avait envie qu'il se passe quelque chose, mais qui n'avait pas forcément le temps. Il y avait rien qui était mis en route, finalement. Il fallait impulser quelque chose. Et le fait d'avoir ce support-là de TMS Pro, pour moi, ça a été très aidant. Parce que ça a permis de donner, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais de donner un travail sérieux, échelonné, d'expliquer les étapes. Et finalement, c'est assez intuitif quand on suit les étapes, d'expliquer le cheminement. Je regarde, je fais un état des lieux, c'est comme un appartement, je fais un état des lieux, je regarde ce qu'il y a, je regarde les problèmes et j'essaye de les résoudre. J'essaye de trouver une solution et de suivre ces solutions et de voir si c'est périn ou si on peut le pérenniser, comment le faire. Et finalement, tout ça, pour moi, la démarche, elle m'a aidée. Toute seule, j'aurais eu un grand support, mais je pense que ça aurait été peut-être difficile pour ma direction de me soutenir. Alors que là, le fait même de suivre ces étapes, ça m'a permis de réunir ma direction autour de ce sujet-là et de discuter sérieusement de qu'est-ce qu'on fait dans cet établissement. On a des problèmes de rehaussement au lit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes? Et j'étais dans un petit groupe, un groupe familial de maisons de retraite qui n'a pas forcément beaucoup de ressources, qui n'a pas forcément une grande connaissance non plus de tout ce qui est prévention. Et ça m'a aidé déjà en fait à monter un petit peu les échelons, c'est-à-dire à déjà intervenir auprès de mes collègues, alors, tout petit échelon, mais premier échelon, puis d'aller voir justement ma direction, d'impulser quelque chose et d'essayer de faire en sorte que ça aille un peu plus loin. Dans les faits, le un peu plus loin a échoué. Mais j'ai une directrice qui m'a complètement suivie sur le projet, qui a été extrêmement motrice avec moi. J'ai pu faire adhérer pas mal de salariés à cette cause. Et pour la petite histoire, on a tous quitté le navire pour aller dans le même établissement. Donc au final, même si là, on n'a pas ce support de TMS Pro, j'ai déjà eu cette pratique-là, ma direction a déjà eu cette pratique-là. Du coup, l'espoir est qu'on puisse remettre des choses en place dans ce nouvel établissement qui, pour le coup, lui, est au stade moins 8000 de la prévention, puisqu'il n'y a jamais rien eu. On était sur un établissement avec un très grand turnover du personnel encadrant, de la direction. Et en fait, ils n'ont jamais pu avoir des objectifs plus loin que 1-2 ans. Donc là, nouvel établissement, nouveau challenge, on repart à zéro et on repart sur cette dynamique finalement de prévention et puis d'accompagnement des salariés. Et voilà, je pense que la difficulté aussi qu'on peut rencontrer par rapport à tout ça, c'est effectivement le fait peut-être d'être seul. Je pense que c'est important de vraiment impulser une dynamique et qu'on travaille en équipe. C'est pas le préventeur tout seul dans son coin qui va avoir ses idées, la direction lui dit oui, ça je veux bien payer, ça je veux pas payer. Ça, ce sera jamais périn. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important de prendre en compte, c'est qu'on a besoin de penser à plusieurs. C'est un vrai projet d'établissement, en fait, la santé au travail. C'est quelque chose qui est primordial. Et tant qu'on n'est pas plusieurs à être moteurs, je pense que ça ne peut que être vain d'imaginer qu'on va pouvoir avancer sur le sujet. Donc voilà, moi je pense que la difficulté, c'est la solitude dans ce type de projet. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Alors, je vais rajouter... Allez-y. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au fait d'être plusieurs. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai la chance, à côté de Saint-Rémy, d'avoir une casquette de coordination au niveau du groupe Orpea en national, des psychomotriciens et ergothérapeutes. Et donc, à la demande de mes collègues
psychomotriciens ou ergothérapeutes qui ont cette casquette d'animateur, on a mis en place des temps d'échange en Zoom réguliers où on peut se rencontrer et échanger sur nos difficultés et sur ce qu'on a mis en place au sein de nos structures. Et ça, c'est très aidant. Moi, il y a plein de choses qu'on a mis en place, c'est des idées de collègues à moi sur d'autres EHPAD. Voilà. Et par le partage, ça arrive également. Voilà, il y en a une qui fait coucou dans la salle, tout à fait. La Gazette, c'était pas mon idée, c'était l'idée de Luce. Voilà. Mais c'est vrai que vraiment, cet échange me paraît vraiment important. Et également, je vous rejoins toutes les deux sur TMS Pro. Ça a été aidant aussi pour nous, pour formaliser la démarche, pour avoir la note de cadrage, la lettre d'engagement, pour pouvoir ensuite aller évaluer les situations à risque. Alors chez nous, c'était rehaussement au lit aussi le matin lors des petits déjeuners, et puis une situation de transfert lit-fauteuil. Et ça a été aidant et structurant également pour nous. Merci beaucoup pour vos témoignages. Voilà, donc voilà, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez quelques questions à poser par rapport au témoignage? Profitez-en. Et aussi, nous avons aussi 2 contrôleurs de sécurité qui accompagnent aussi les établissements, beaucoup d'établissements, qui peuvent aussi vous répondre. Bonjour, alors, j'ai une petite question. Tout d'abord, bravo pour ce que vous mettez en place. Ça va être assez simple. Quelles sont vos sources de financement pour le matériel? Parce que vous avez beaucoup de choses. Je suis moi-même directeur de 2 EHPAD du groupe Corian. Donc on a aussi effectivement un peu de financement, mais est-ce que c'est de l'autofinancement? Est-ce que vous avez du coup des appels à projets, financement peut-être CRAMIF, voilà. Sur mon site, moi, ça a été financé par l'établissement chaque année, sans appel à projet, sans dotation externe, mais petit à petit. C'est-à-dire que chaque année, la direction nous demande qu'est-ce qui serait bien pour l'année prochaine. Et on fait nos vœux. Et parfois, ça marche pour l'année suivante, et parfois, il faut qu'on attende 2 ans. Mais on a la liste des dispositifs, et en acquisissant un dispositif ou 2 chaque année en fonction du tarif, on y arrive petit à petit. Il faut bien définir les priorités au départ, quoi. Alors, moi, pour mon ancien établissement, on est plutôt, effectivement, on s'est franchement rapproché de la CRAMIF. On a beaucoup travaillé avec la CRAMIF, ce qui nous a permis de financer certaines choses. Et puis, effectivement, appel à projet, ça nous est arrivé aussi de répondre à des appels à projet pour pouvoir mettre en place certains types de matériel. Après, sur l'autofinancement, c'était un peu plus compliqué. On y allait petit à petit aussi. Donc, par contre, voilà, pour le petit à petit, il fallait quand même au niveau du groupe avoir une justification plus que sérieuse pour que ça puisse passer. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une analyse de travail concrète et d'expliquer que voilà, on a tel type d'AT, il y a telle problématique, c'est un réel problème et c'est pas juste les soignants qui savent pas utiliser le matériel. Ça permet quand même de rendre les choses plus sérieuses et de permettre à ce qu'il y ait des sous qui soient donnés pour le matériel. Et moi, pour compléter, donc il y a eu le contrat CRAMIF. J'ai pas précisé que le contrat prenait à 40% le matériel. Il y a aussi le CNR. On va peut-être envisager de l'utiliser pour nos rails. Et après, sinon, c'est achat progressif quotidien également. J'avoue que je vais voir le gérant. Il me dit oui. Voilà. Bonjour, bravo également pour tout ce que vous avez fait et puis votre dynamisme. J'ai une question parce que je pense qu'une des principales difficultés pour ce que vous avez appelé les pilotes et les animateurs prévention, c'est le temps à dédier à la démarche prévention et notamment l'organisation. Donc j'ai 2 questions. Comment vous êtes organisé pour définir le temps que vous alliez dédier à vos démarches? Et si possible, concrètement, par mois, combien de temps ça vous y passez? Merci.
Alors de mon côté, je me suis un peu basée sur ce qu'on m'a dit à Saint-Joseph, 1 jour par semaine. Donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu dans mon planning comme ça. Maintenant, dans la réalité, je pense qu'actuellement, je fais peut-être un petit peu plus. Voilà. Pour le moment, je pense qu'après ça se calmera, effectivement. C'est vraiment le début de la démarche. Voilà. Alors du coup, moi aussi, je me suis basée sur le 1 jour par semaine, mais c'était un coup de poker avec ma directrice parce que je savais que elle allait pas forcément imaginer qu'il fallait beaucoup de temps, tout simplement. Et que ça a été un petit coup de poker parce que quand j'ai eu la formation et que j'ai vu tout ce qu'il fallait mettre en place, surtout au début, ça c'est sûr que c'est vraiment l'initiation qui est longue, je me suis dit, bon, au moins je dis une journée et puis je vois si ça passe ou ça casse. Et au final, elle m'a dit t'exagères, mais fais-le quand même. Donc j'ai pu mettre des choses en place, ça m'a permis voilà, vraiment d'avoir un temps dédié à part de mes fonctions, même si c'est pas vrai parce qu'on m'appelait quand même si on avait des troubles du comportement trop importants, mais au moins un temps où je disais à tout le monde voilà, je suis un peu à l'écart et je pouvais me poser sérieusement, prendre les chiffres, réfléchir et en fait impulser les choses. Parce que c'est vrai que ça demande quand même du temps de réflexion, ça demande du temps à se poser, et c'est pas entre 2 soins, 2 prises en charge qu'on peut faire les choses. Ça demande à ce qu'on puisse envisager les choses en plus à plutôt long terme, donc faire les choses correctement. Au fur et à mesure de la pratique, ça s'est un peu dispersé sur la semaine. Donc ça veut dire qu'au début, j'essayais vraiment de cloisonner les choses et de me dire, bon, c'est, mettons, le vendredi, j'essaye de m'occuper de ça et je déblais tout. Donc c'était le jour où je m'occupais de TMS Pro, tout ça. Et puis au fur et à mesure, les choses s'allègent, on a des collègues qui commencent à avoir des réflexes, qui commencent à partir des déplacements spontanés. En fait, tout ça, c'est vrai que ça met la machine en route. Après, en fonction, par exemple, si je compare avec mon nouvel établissement, on repart un peu du début, donc il y a un temps dédié qui est assez important. Parce qu'il faut aller voir le matériel, il faut comprendre comment les choses se passent, il faut comprendre les difficultés des salariés, récupérer les chiffres. Enfin, c'est tout un travail finalement qui a l'air de rien, mais qui est assez long. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé dans un cycle où on a le matériel, où on a les formations, où on va finalement être plus dans de l'ajustement par rapport aux situations que vraiment on prend tout à plat, on essaye de régler, on gère, on parle des choses. Finalement, les choses se font un peu plus simplement et peut-être moins concentrées sur vraiment ce jour-là dans la semaine, mais un peu plus, un peu plus réparties sur le mois, on va dire. La même chose hein, pour moi. Au début, j'avais un temps dédié, c'était important. J'avais calé une demi-journée, plus après les temps de réunion. Alors au début, il y a beaucoup de temps de réunion, de copies pour mettre en place la démarche. Et maintenant, c'est vraiment au fil de l'eau, en fait, ça se fait naturellement. Voilà. Mais pas comme vous, je pense, une demi-journée à une journée au départ. Oui, moi c'est Pascal du groupe ADEF. Je vais un peu sortir du cadre des formateurs, des encadreurs que vous êtes pour prendre un peu du côté technique de la chose. Moi, je suis soignant, je fais beaucoup de formations. Mais il y a un facteur. Lorsque vous êtes 5, je vois 3, je ne sais pas qui a dit. Une de troisième, celle du milieu, elle a parlé du facteur zéro portée. La quatrième a fait la même chose, zéro portée. Mais il y a un facteur temps que vous devez aussi prendre en considération pour arriver au facteur zéro portée. Moi, en tant que technicien dans le soin, je dis c'est un rêve. Un rêve dans le cas pratico-pratique. Parce que lorsqu'on parle de zéro portée dans des EHPAD, ceux qui sont des soignants ici savent que nous avons vu un petit film tout à l'heure. Pour lever seul, le résident, ça a pris 5 minutes. Dans les 5 minutes, aucun soignant dans un établissement ne peut avoir moins de 8 résidents. Et lorsqu'on se rend compte que le facteur temps, on commence par exemple les soins à 9h pour les finir à 11h30.
Parce qu'il y a les transmissions, il y a les kinés qui doivent venir chercher des résidents pour leur amener, ils doivent aller faire du sport, ils doivent aller faire de l'animation. Ça grignote beaucoup dans le petit temps qui nous est imparti. Du coup, plusieurs soignants, au lieu de faire 5 minutes comme nous l'avons vu tout à l'heure, seront obligés de laisser cet appareil et porter. Dans cette portée, il y a plusieurs risques. D'abord, le premier porté qui est même très facile, au lieu que le soignant prenne 8 petites secondes pour lever le lit, il va se casser en 4. Parce que c'est dit que de 8 secondes, il va les épuiser, il peut en bénéficier et ne pas utiliser tout ce qui est mis, l'aide technique qui est mis à sa disposition. Du coup, on tombe sur quoi? On tombe sur des accidents de travail. J'ai vu le responsable des risques de mon groupe ici. Il va vous dire que ces accidents de travail sont beaucoup plus pendant la période de vacances. Parce que là, tous les établissements utilisent les vacataires et les intérimaires qui n'ont pas tout ce temps. Donc moi, je voudrais aussi que, donc c'est juste une remarque. Je voudrais que lorsqu'on parle de zéro portée, qu'on mette aussi en facteur le facteur temps que ça rentre dedans. Parce que ça c'est du pratico-pratique dont je vous parle. Parce qu'on va vous dire que zéro portée, mais dans les chambres, vous n'êtes pas là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe. Obligatoirement, les soignants vont porter. Donc, la dernière dame de l'autre côté, je ne sais pas si c'est Mylène, elle au moins, dans son speech, elle s'est occupée de ce petit facteur-là, parce qu'elle est entrée, elle nous a expliqué qu'elle est entrée dans les chambres avec les soignants pour voir ce qui se passe, et que comme elle était nouvelle dans cet établissement, elle aussi, elle est arrivée à un moment où elle s'est dit, mais tiens, elle s'est mise aussi à porter, je ne sais pas si j'ai bien suivi. Donc, dans ce que nous sommes dans cette formation, mettez aussi le facteur temps dedans et faisons la conjugaison dans la synergie pour que cela soit pris en compte et si possible, amener, pourquoi pas, à arriver vraiment de manière réelle au zéro portée. Merci. Je vais essayer de répondre. Cette question du temps, c'est une question qui revient tout le temps et les soignants nous en parlent souvent, mais on n'a pas le temps. Si je prends 5 minutes, comme on a vu dans la vidéo, pour que le résident participe pour aller à son fauteuil, on peut avoir l'impression, en effet, 5 minutes, c'est trop par rapport à si je porte, ça va durer peut-être 3 minutes. Mais je pense qu'il faut voir le temps d'une façon globale. Si je prends ces 5 minutes et que je fais participer mon résident, il va se mobiliser, il va lever la jambe de lui-même pour passer le harnais, il va pouvoir garder cette possibilité de mobilisation qui va vous faire gagner du temps dans d'autres soins. Si la personne participe, vous gagnez du temps par rapport à des personnes complètement dépendantes qui n'ont plus d'autonomie. Et donc le temps gagné d'un côté, le temps que vous avez l'impression de perdre d'un côté, vous le gagnez de l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais il faut voir le temps d'une façon globale. Ça, c'est la première chose. Et deuxième remarque, vous disiez que c'était bien parce que Mylène était rentrée dans les chambres pour voir le travail. Je pense que c'est important qu'on le fasse tous, et je le fais, et j'accompagne les soignants sur des toilettes en cas de fin de vie, de patients douloureux, ou en cas de troubles psychocomportementaux, de refus par exemple. Donc je participe, je fais avec les soignants, et c'est important qu'on le fasse avec eux. Voilà, et qu'on leur montre que c'est vrai, quand je viens pour faire une toilette avec un soignant, ça prend un petit peu plus de temps, mais finalement, elles vont y gagner quelque part parce qu'on leur a fait 2-3 fois ensemble et après, il n'y aura peut-être plus de refus, et donc elles vont gagner du temps à ce moment-là, si on parle gagner-perdre. Voilà. Et je pense que c'est important qu'on vienne et qu'on participe aux soins avec les soignants. Et moi, je suis déjà venue également de nuit, s'intéresser au travail de nuit des soignants, passer une nuit avec un soignant pour voir ce qui se passe la nuit, quels sont les enjeux, quels sont les besoins en termes d'aide technique. C'est important aussi qu'on s'occupe de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors effectivement, la question du temps revient tout le temps, clairement. C'est le nerf de la guerre. Je rejoins quand même cette idée que
actuellement, les soignants, ils n'ont pas cette mentalité qu'il y a un soin de manutention qui existe. Alors ça a l'air hyper abstrait, ça a l'air hyper décalé du soin, mais c'est une réalité. Je pense qu'il faut changer les mentalités en profondeur, d'où le fait qu'on parle de changer notamment ce qui est abordé dans les formations de base, parce qu'en fait c'est ça qui nous met en difficulté sur le terrain. C'est que on n'irait pas renier en temps sur des soins d'hygiène de base quand on fait une toilette. Pourquoi on irait renier en temps? On considérait qu'on perd du temps sur du soin de manutention. Parce que, tout simplement, actuellement, on considère qu'on ne fait pas du soin quand on prend quelqu'un et qu'on le met sur un fauteuil roulant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, que j'ai vu partout. Toutes les maisons de retraite où j'ai travaillé, j'ai vu ça. Qu'on a cette contrainte-là, on a peur du temps, on court après le temps, et on estime qu'il y a des tâches, c'est pas à nous, c'est anecdotique, et d'autres, on considère que c'est du vrai travail de soignant. Et je pense que c'est ça aussi, c'est cette mentalité de base qui est très difficile à aller toucher quand on essaye justement d'impulser une nouvelle dynamique dans un établissement, mais je pense que c'est ça. Il faut se rendre compte que le soignant, c'est pas juste quelqu'un qui va nettoyer un corps. Le soignant, pour moi, est beaucoup plus que ça. Vous avez une capacité de réflexion. Moi, j'ai des soignantes, quand je leur ai expliqué les déplacements spontanés, elles m'ont dit « je suis pas capable de comprendre ça ». À un moment donné, je me dis, là, il y a même quelque chose où certains soignants peuvent s'imaginer, je sais pas, qu'ils sont incapables de comprendre l'autre, qu'ils sont incapables d'analyser, alors que n'importe quelle personne est capable de faire preuve d'imagination, de s'adapter à toute situation, qu'importe notre niveau de connaissance, qu'importe notre formation. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que le temps, on a toujours l'impression de courir après, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce temps, et la qualité de la relation qu'on a à l'autre, et la qualité des soins qu'on prodigue. Et que finalement, je peux vous assurer, quand on porte quelqu'un, c'est extrêmement désagréable pour nous, c'est extrêmement désagréable pour la personne. Donc là, on perd moins de temps, mais c'est quoi la qualité du temps qu'on passe avec la personne ? Enfin, je pense qu'il y a cette chose-là aussi à prendre en compte. Et c'est pas quelque chose qu'on va réussir à changer rapidement. Mais à force d'explications, à force d'être sur le terrain, d'être au plus près des équipes, j'ai quand même bon espoir qu'on ait des pratiques qui changent et que finalement, ce frein qu'on imagine exister absolument, il est peut-être pas si présent que ça. Après, il y a aussi, je pense quand même à prendre en compte, que le milieu de l'EHPAD, c'est un milieu qui est organisé. On organise les tâches, n'importe quel travail, mais on organise les tâches en estimant un temps donné pour faire telle ou telle tâche. Moi, je vous assure que dans une résidence Alzheimer, on peut pas faire ça. Parce que on a un temps, Le matin, on essaye au maximum de faire le plus de soins d'hygiène possible. Mais quand vous avez 12 résidents dans votre secteur et que vous en avez 10 qui dorment et que si vous les réveillez, il y en a un qui vous frappe et l'autre il part déambuler tout nu, on fait des choix, on s'adapte. Donc il y a aussi peut-être une idée de comment on gère le temps dans les établissements. Est-ce que tous les soins sont obligatoirement à être faits le matin ? C'est une question beaucoup plus large, je vous avoue. Là, on part sur un autre sujet. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué par ce temps ? Voilà. Et je rajouterais peut-être que pour un gain de temps aussi, ce serait d'avoir la quantité d'outils de manutention suffisant dans l'établissement pour pas courir après, par exemple, des draps de glisse. Enfin, un drap de glisse par chambre, ça c'est aussi, si c'est directement dans la chambre, au moins ce sera utilisé. Et pareil, si on peut avoir des rails dans toutes les chambres, ça c'est aussi l'idéal. Voilà, avoir. Et des bras. Oui, bien sûr. Alors oui, et puis avoir du personnel en plus, ça, ce serait merveilleux également. Déjà, un grand merci. Attendez, excusez-moi, juste après vous poserez la question. Vas-y Emmanuel, pardon.
Déjà, merci pour vos témoignages, c'est vraiment super. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter ce midi avec Elodie. C'est super, on a plein de psychomotriciennes, en fait. 4, voilà. Mais je m'interroge, en fait, voilà, par rapport à votre profil, votre passé de psychomotricienne, votre actuel, hein, qui est toujours actuel. Mais voilà, on n'a pas eu de profil d'ergothérapeute, on n'a pas eu de profil de kiné pour porter ce type de démarche. Voilà, j'ouvre la question, en fait. En résidence Alzheimer, je comprends bien. Alors, après, je me pose apparemment, il y en a. Alors, dans l'établissement, en fait, on n'a pas d'ergo. On voulait en recruter, mais ils ne voulaient pas à mi-temps. Donc, à défaut, on a pris une psychomote. Pas à défaut. Et c'est, ouais, donc, voilà, c'est pour ça. Je peux peut-être dire, avec ma casquette au niveau national dans le groupe Orpea, les animateurs en prévention chez Orpea, je sais pas, on doit être un peu plus de 80, peut-être 90 maintenant. Moitié-moitié ergo-psychomote. Un petit peu plus d'ergo quand même, un peu plus d'ergo. Voilà. Mais après, historiquement, en Ile-de-France, chez nous, on a du mal à recruter des ergos. Et quand on ne donne pas cette mission à l'ergo, on le donne à la psychomote. Mais après, la partie aide à la mobilité, participation du soignant, qualité du soin, enfin, c'est dans notre ADN, aussi bien les ergos que les psychomotes. Hein. Oui, alors moi, sur mon secteur, je suis dans le 78 et effectivement, j'ai pas essentiellement des psychomotes, mais pas que. J'ai un éducateur sportif, par exemple, HAPA, donc APA, pardon, pas HAPA, APA. Voilà, mais effectivement, les profils qui sont recherchés souvent par les directions, ils s'intéressent en premier lieu, sous réserve que les personnes soient volontaires, au profil des psychomotes. Oui, donc juste une réflexion par rapport à ce qui a été dit précédemment, un peu dans l'échange concernant le zéro portage. Donc c'est Jean-Philippe Sabaté qui parle. J'ai attention de surtout pas confondre l'objectif. L'objectif, c'est surtout pas du zéro portage. Attention, faut pas c'est pas parce qu'on dit qu'on ne prend pas en compte, qu'on n'expose pas du port de charge délétère pour la santé du professionnel, que ça fait un raccourci sur du zéro port de charge. Attention, pourquoi ? Parce que le zéro port de charge a déjà été testé, on le sait, sur l'expérience faite aux États-Unis, qui a été une catastrophe au début des années 2000, où c'était demandé évidemment aux soignants et entre autres aux infirmières américaines de n'être que sur du zéro portage. Soit le patient se déplaçait seul et il se déplaçait seul, soit il y avait recours automatique à un outil d'aide à la manutention. On s'affranchissait complètement évidemment des capacités et donc on n'exposait plus les soignants évidemment au port de charge vu qu'elles devaient, avec une injonction de l'assureur privé américain, de devoir utiliser un outil d'aide qui était donc pour supprimer l'exposition au portage. Donc on était bien sur des programmes zéro portage avec un financement même de ces matériels fait par l'assureur. Ça a donné quoi comme effet ? Eh bien, c'est que le secteur de la santé est numéro 1 en termes de TMS aux États-Unis, que les soignants n'ont absolument pas adhéré au programme, elles ont reporté, voilà, en ne comprenant pas le sens. Et c'est bien pour ça qu'on fait très très attention dans notre langage à ne jamais parler de zéro portage, qu'on sait que ça va déclencher cette réaction-là est légitime, et en même temps, c'est pas la démarche qui est proposée, en tout cas, soit la démarche ALM ou la démarche sur le soin de manutention. En aucun cas, vous nous entendrez parler de zéro portage. Par contre, on est bien sur cette approche de pas de port de charge délétère pour la santé. Ce qui veut dire que oui, je suis capable de pouvoir prendre en charge un bras, une main, une jambe. Voilà, et du moment que je vais rester sur un port de charge qui va devenir acceptable pour la personne en plus qui va le réaliser. Et là, ça peut être aussi fluctuant. Mais évidemment qu'en aucun cas, je vais exposer à du port de charge de 10, 15, 20 kilos, où là, on sait qu'on va devoir prendre autrement. Donc je disais, voilà, simplement attention dans les raccourcis, parce qu'on sait que celui-là, il peut être malheureux, et en même temps, il ne va pas nous aider, dans ce cas, dans la communication de la démarche qui est souhaitée. Voilà, il y a bien une relation de soins. On s'autorise à toucher les patients, les résidents. On s'autorise évidemment même à porter une main, un bras et à lui donner la main. Donc en aucun cas, on coupe l'exposition au tactile. Bien évidemment que dans cette relation, c'est toujours présent. Et c'est là aussi que ça va redonner ce sens du soin et cette adhésion aux soignants à rentrer dans la démarche. Voilà, c'était simplement un petit commentaire pour pas qu'il y ait de confusion. Tout à fait. On est bien d'accord. On est d'accord sur le fond. Mais c'est vrai que du coup, on arrive à ce discours-là. Et dans les formations, on parle, alors je sais pas, nous on leur dit max 15 kilos.
Mais bien sûr que le toucher est important et parfois, voilà, juste un accompagnement, une petite aide au niveau du dos, on va favoriser le mouvement et bien sûr, il ne faut pas supprimer tous ces petits gestes qui font partie de la relation. Oui, j'avais une dernière question. Non, je m'adresse à la psychomotricienne aussi bien de Orpea Saint-Rémy que de Sophia. Vous avez une expérience. Vous avez pu quand même avancer dans cette expérience. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez pu mesurer quand même l'impact par rapport aux soignants, par exemple, qui sont entrés dans la démarche, qui sont pratiquement pour beaucoup dans la démarche. Et vous savez aujourd'hui que les maisons de retraite également, c'est une concurrence entre nous. Hein. Voit aussi un peu l'impact que ça peut avoir sur des familles aussi. Par rapport, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que vous avez pensé à mesurer ça? Ou alors, vous pensez que c'est très positif? Est-ce que ça vous apporte plus de personnes âgées? Est-ce que ça fait plaisir plutôt aux familles de revenir avec les gens? Est-ce que vous êtes remplis parce qu'effectivement, vous avez cette approche? Ça répond. Moi, je pense que le retour est très positif. La première chose visible, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'accidents de travail en lien avec une manutention, accompagnement d'un résident. On en a quasiment, enfin, plus beaucoup. Aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille sur les glissades. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Moins d'accidents de travail et des accidents peut-être moins graves aussi. Moins d'absentéisme, oui. Les salariés ont l'impression qu'on prend plus en compte leur santé et leur bien-être. Le fait qu'on ait mis en parallèle des activités bien-être pour les salariés, alors j'ai pas le temps de vous raconter là, mais ça a évolué, on a essayé des choses, ça n'a pas marché, on a rechangé, on a changé les modalités, etc. Mais aujourd'hui, il y a des moments pensés pour le bien-être des salariés, et ça c'est important, et je pense que ça, par effet domino, ça se ressent au niveau de la prise en charge globale. Les familles, on n'a jamais cherché réellement à savoir, mais je pense que c'est pareil, enfin, ça fait partie d'un tout, et d'une prise en soin de qualité aussi bien pour les résidents, familles que soignants. Voilà. Mais je trouve que c'est positif, mais on n'a pas fait d'études spécifiques pour, sur l'impact ou de questionnaire de satisfaction, ce genre de choses. Alors moi, c'est peut-être un petit peu tôt pour le moment parce que le matériel, on l'a acheté, on a reçu en fait au deuxième semestre 2023, là, donc assez récemment. En tout cas, mes collègues sont ravis par rapport au rail. C'est sûr que 3 dans la maison, ça reste très limité. Ils savent qu'en fait, à terme, on voudrait en mettre plus, donc ça, ils sont ravis. Donc le personnel déjà est content qu'on soit rentré dans cette démarche-là. Voilà. Et puis pour les familles, c'est pareil. On parle à chaque fois que je parle avec des familles de la démarche qui est engagée. Ils sont vraiment contents pour le personnel et ils comprennent aussi l'impact que ça peut avoir pour leurs parents. Voilà. Après là, c'est un peu court pour moi pour faire vraiment le bilan tout de suite à ce jour. Très bien. Je tenais à vous remercier pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup.